Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Tout le monde en PAX. Aujourd'hui sur la page Facebook de PAX Nouvelles, on va dans quelques instants rejoindre deux avocats qui nous donneront chacun leur perspective sur les crédits pour voyage. Je laisse en attendant le temps à Facebook de notifier les utilisateurs comme quoi on s'apprête à être en direct. Je vois déjà le compteur qui augmente, donc merci de vous joindre à nous. Et je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, commentaires dans le fil, donc voilà. Alors, on approche de la minute, alors je vais tout de suite aller rejoindre nos deux invités. Alors, avant toute chose, je veux juste préciser, donc mon nom est Frédéric Gonzalo, il me fait plaisir de vous accueillir à Tout le monde en PAX sur la page de Facebook. L'objectif aujourd'hui, on le sait, c'est d'avoir l'opinion de deux avocats par rapport au débat des crédits voyage. J'ai dit débat déjà, et le mot, je voulais tout de suite d'emblée spécifier qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un débat. On vient vraiment ici poser des questions à Maître Perrier et on aurait des questions à Maître Gay. Quelques instants, je vais vous les présenter. Je veux également rappeler que PAX Global Media et sur la page Facebook de PAX, nous nous sommes dotés d'une étiquette. Donc, on tient à préciser que ce Facebook Live aujourd'hui est bien sûr adressé aux professionnels du voyage au Québec. Il peut y avoir des consommateurs qui seront sur le Facebook Live. Cependant, on tient à mentionner, préciser que les questions se doivent être en lien avec le sujet du jour et que nous n'accepterons pas tout commentaire ou chose qui pourrait déroger à la étiquette. Il y a Antoine et Serge qui vont monitorer les conversations. On s'attend à une discussion cordiale, avoir des questions pertinentes. L'objectif étant de voir les deux perspectives par rapport au sujet dont on traite aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais aller vers on a donc présenté nos avocats d'aujourd'hui, Maître Éric Perrier, dont le cabinet Perrier Avocat a présenté à la Cour supérieure du Québec une demande pour exercer une action collective contre plusieurs fournisseurs proposant des crédits voyage plutôt que le remboursement. Maître Perrier, bonjour. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Ça va nous permettre de mieux expliquer le fondement de notre action collective. Merci. Moi, je Et l'espère. on a également Maître Daniel Gay, avocat spécialisé dans le domaine du voyage et conseiller juridique de l'AAVQ, l'une des associations qui demande au gouvernement du Québec de légitimer l'offre de crédit voyage plutôt que le remboursement. Maître Gay, bonjour. Bonjour à tous. Parfait. Merci Donc, de l'invitation. merci à vous d'être là tous les deux. Et on va y aller donc tout de suite avec une première question. On va commencer avec Maître Perrier. Donc, peut-être nous expliquer pourquoi vous pensez que les transporteurs aériens et les voyagistes devraient rembourser les clients plutôt que de leur offrir un crédit voyage. En fait, la théorie de notre cause, ce qui explique le fondement de notre recours, c'est basé sur les cas de force majeure. Un cas de force majeure peut être tout événement qui est irrésistible, imprévisible. Donc, on peut penser à une grève, un blocus ferroviaire qu'on a vécu plus tôt cet hiver, une pandémie comme le cas présent, un attentat. Donc, la personne qui ne peut pas exécuter son obligation, quand on pense à un transporteur comme Air Canada, vis-à-vis le cas de pandémie, n'a pas à exécuter son obligation. Donc, n'a pas à transporter un client du point A au point B. Si le client, lui, a déjà exécuté son obligation, on pense principalement avoir payé une somme d'argent pour le billet de transport, eh bien, le transporteur, lui, doit le rembourser. Ça, c'est la base de notre recours. Tandis que le recours que nous avons choisi, en fait, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à un consommateur qui croit avoir droit à un remboursement. Il pourrait peut-être demander un remboursement auprès de sa carte de crédit, auprès de ses assurances, faire un recours devant la Cour fédérale, devant l'Office des transports du Canada, aux petites créances et aussi le cas de l'action collective. Dans notre cas, le client est venu nous consulter et nous avons choisi l'action collective qui, nous croyons, est le meilleur véhicule pour ce genre de dossier.
L'action collective, c'est lorsqu'une personne prend un recours au nom de plusieurs individus qui ont une cause semblable à la sienne. Et ça permet évidemment de sauver les ressources judiciaires qui pourraient être submergées quand on pense au nombre aux millions de voyageurs qui pourraient avoir un recours individuel. On aura l'occasion d'y revenir évidemment avec d'autres questions. Donc, merci pour cette précision. Maître Guy, de votre côté, pourquoi, selon vous, les fournisseurs sont justifiés d'offrir des crédits pour voyage plutôt que le remboursement? Alors, à l'instar de ce qui se fait en France, en Belgique, en Italie, notamment, et l'Office national des transports du Canada a accepté la notion de crédit. TICO, donc l'organisme ontarien de réglementation des agences de voyage en Ontario, aussi a accepté. L'Association des agents de voyage du Québec estime qu'il est beaucoup plus à propos de travailler avec des crédits voyage plutôt que d'exiger des remboursements à des agents de voyage qui, en fait, ont transféré les fonds des clients à des fournisseurs. Alors, il faut comprendre que je suis d'accord avec Maître Perrier lorsqu'il dit que le Code civil prévoit qu'un fournisseur de services qui est dans l'impossibilité de rendre le service prévu, en principe, doit rembourser les sommes partielles ou totales qu'il a reçues dans un cas de force majeure. Mais là, on parle, par exemple, si j'engage une entreprise qui va venir refaire mon toit, je lui ai avancé des fonds et il est dans l'impossibilité de rendre le service. Il doit me rembourser l'argent. Cependant, le monde du voyage est un écosystème qui est réglementé par des lois particulières. Alors, le Code civil est ce qu'on appelle des lois générales, et la loi particulière va l'emporter sur le droit général. Alors, en matière d'indemnisation, depuis 2001, d'indemnisation des clients, depuis 2001, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage a été mis en place précisément pour indemniser les clients lorsqu'il y a impossibilité d'exécution de la part d'un fournisseur. Alors, il faut comprendre un peu l'écosystème dans lequel on est, dans lequel sont les agents de voyage. Lorsque un client donne son argent pour acheter un voyage, le détaillant, lui, remet l'argent soit au fournisseur, le transporteur ou l'hôtelier ou les guides, les excursions, etc., ou il le remet à un voyagiste qui, lui, a créé le forfait. Et lorsqu'il le remet au voyagiste, le voyagiste, lui, doit, notamment en ce qui nous concerne pour les mois de mars, avril et je dirais mai, les voyagistes ont payé effectivement les transporteurs, les hôteliers, les autres intermédiaires du voyage. Alors, lorsque le client s'adresse à un détaillant pour lui demander un remboursement de son voyage qu'il n'a pas exécuté au mois d'avril, le détaillant n'a pas cet argent-là. Alors, le détaillant va se retourner vers le voyagiste. Le voyagiste n'a pas l'argent, il l'a transmis au fournisseur. Et les fournisseurs offrent des crédits voyage. Alors, le voyagiste s'adresse au détaillant qui refile, si vous voulez, qui offre le crédit voyage auprès des consommateurs. Ceci étant, je m'empresse tout de suite de vous dire que l'Association des agents de voyage n'a pas tout simplement émis une opinion favorable au crédit. On a été proactif et l'association a soumis un texte précis pour amender le règlement sur les agents de voyage qui traiterait des crédits, parce qu'on pense que même si le crédit est une bonne façon de traiter la chose, n'en demeure pas moins que le mécanisme des crédits doit être encadré comme il l'est particulièrement en France. On pourra revenir effectivement à la question des crédits. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions, commentaires. On va tenter de les adresser. J'avais déjà quelques questions et ça fait écho. Alors à ce moment-là, juste pour une précision, peut-être, Maître Perrier, vous avez demandé, là, dans le contexte actuel, à la Cour supérieure d'autoriser une demande pour exercer l'action collective, comme vous l'expliquiez plus tôt.
Est-ce que la Cour a donné cette autorisation en date d'aujourd'hui? Et s'ils disent non, est-ce que tout s'arrête là? C'est quoi un peu le processus judiciaire à votre égard à ce niveau-là? D'accord. Si je peux exprimer un petit peu, expliquer un peu le principe, c'est contrairement à un dossier régulier à la Cour, l'action collective doit être précédée d'une autorisation, c'est-à-dire un moyen préliminaire par lequel un juge regarde sommairement est-ce que je remplis les critères pour avoir un dossier qui se tient. Donc, cette autorisation-là n'a pas été encore entendue. Okay. Absolument, ça prend quelques mois avant qu'on passe cette étape-là. Si l'étape de l'autorisation est faite, ça ne veut pas dire qu'on va gagner au fond, là. Mais si cette étape-là est autorisée, ben, là, on passe à l'étape supérieure, subséquente, c'est-à-dire le procès régulier. Si ça n'est pas autorisé, et il y a la possibilité pour nous d'aller en appel. OK. Et dans ce contexte-là, un des arguments que vous avez semblé mettre de l'avant, c'est le fait que le consommateur, dans le contexte actuel, le consommateur qui a acheté un voyage voudrait avoir son argent maintenant à cause des difficultés financières qu'on est capable de concevoir dans le contexte actuel. Or, dans le contexte que vous nous dites là, est-ce que c'est pas un peu contradictoire si c'est pour prendre quelques mois avant que l'action soit autorisée et que ça ait lieu et le retour de l'action, de cet argent-là? Comment on perçoit la chose? Est-ce que c'était une perception du point de vue du consommateur? Ben, en fait, oui, on réclame le remboursement intégral des sommes déboursées par le client. Mais on demande trois autres choses, en fait. On demande les intérêts du temps que, mettons, Air Canada, Air Transat conservent ces sommes-là. Donc, les intérêts, ça peut être assez important. Quand on parle, nous, on a eu des clients qui ont des sommes de 5 000, 10 000, 15 000. Et on a eu un dossier où il y a 65 000 qui ont été déboursés par un client. Donc, ces sommes-là, si elles sont conservées pendant un certain temps, méritent qu'elles soient compensées en termes de durée, c'est-à-dire les intérêts. D'autre part, on réclame des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients. Nous, on estime que, vu que c'est clair que les sommes doivent être remises dès le départ au consommateur qui ne peut pas utiliser, qui ne peut pas avoir droit à son voyage, bien, les compagnies retiennent ça de façon non légale. Donc, elles doivent compenser les dommages, c'est-à-dire les troubles qui peuvent être le temps passé à appeler l'agent de voyage pour se faire rembourser, les discussions qu'ils ont eues peut-être avec le FICAV, avec leur compagnie d'assurance. C'est tout ça du temps que n'auraient pas eu à dépenser nos clients si, dès le départ, les compagnies de transport ou les voyagistes avaient remboursé sur le champ ces sommes-là. Donc, on parle aussi d'un dommage punitif. Un dommage punitif sert à dissuader les compagnies d'agir de la sorte dans le futur. Donc, ces trois sommes-là qu'on réclame, plus les intérêts. D'accord. Maître Guay, vous avez, de votre côté, demandé au gouvernement québécois donc de légitimer l'offre de crédit voyage. Il y a eu des... et si ces demandes-là sont acceptées, ça sous-tend qu'il faudrait peut-être changer la loi. Est-ce qu'on peut craindre de créer un précédent? J'aimerais avoir votre perspective sur cet aspect par rapport aux demandes que vous avez faites là, de légitimer l'offre de crédit voyage. Oui, effectivement, l'association a produit un texte, et ce n'est pas la loi sur les agents de voyage qui doit être modifiée, c'est son règlement d'application. La loi a été modifiée assez rapidement en 2002 suite aux événements de septembre 2001. Je pense qu'en 2 mois, la loi avait été modifiée et maintenant, le règlement d'application de la loi sur les agents de voyage prévoit un mécanisme d'indemnisation à même le FICAV. Et c'est prévu notamment par l'article 43 du règlement. Alors, on a soumis un texte bien précis, 2 articles, 43.15 et 43.16, qui prévoient en cas de... en fait, c'est très, très ciblé la demande. La demande est vraiment précisément que lorsqu'il y a un avertissement du gouvernement du Canada de niveau 3 ou de niveau 4, à ce moment-là, le fournisseur, plutôt que de rembourser, peut offrir un crédit voyage au consommateur. D'autre part, le texte prévoit aussi que le consommateur peut refuser le crédit et, dans ce cas-là, produire une réclamation auprès du FICAV.
Alors, c'est une modification du règlement et non pas de la loi. Et les règlements se modifient par le gouvernement. D'accord. Parlant justement du FICAV, ma prochaine question pour Maître Perrier. Le président de l'AAVQ a expliqué que la capacité à rembourser de la FICAV serait très inférieure aux sommes en jeu dans la crise actuelle de la COVID. Dans ce contexte-là, est-ce que les clients, vos clients de cette action collective-là, ne serait-il pas mieux d'accepter un crédit que de compter sur un remboursement qui, en quelque part, est très hypothétique à ce stade-ci? En fait, de façon générale, il y a toujours un danger que notre co-contractant fasse faillite ou pas. Je ne dis pas qu'ici, les défenduresses vont faire faillite, mais absolument, les gens veulent avoir l'argent directement. Peut-être de façon pratique, les commentaires qu'on a eu les consommateurs, c'est qu'habituellement, moi, mes plans pour cette année, c'était ceux-ci. Mes plans pour le futur, ce sont d'autres. Je n'avais pas l'intention de voyager ou c'est arrivé souvent que les clients nous disent, écoute, nous, là, ça nous a pris 3 ans à organiser ce voyage pour que nos agendas se soient synchronisés. Ça serait très difficile dans le futur de vouloir refaire ou utiliser des crédits. Les crédits ne font pas beaucoup, ne sont pas très populaires de notre côté. Donc, j'ai pas de misère à croire que la majorité des gens veulent avoir l'argent directement au lieu d'avoir un crédit ou une carte cadeau. D'accord. Maître Gay, de votre côté, une des critiques justement qu'on entend beaucoup par rapport à ces fameux crédits voyage, c'est que ça force en quelque part un peu peut-être les clients à financer l'industrie, si on peut ainsi dire. Que répond l'AAVQ face à cette objection? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, comme je disais, surtout pour mars, avril et mai de cette année, les agents de voyage duquel on réclame des remboursements, ils n'ont pas cet argent-là. L'argent a été versé aux fournisseurs de services. Alors, il n'y a pas de financement de l'industrie par les consommateurs. La même chose pour les voyagistes. Lorsque un voyagiste reçoit le prix d'un forfait, lui, dans les 45 jours du départ, 60 jours du départ, il doit payer son hôtelier, la compagnie de transfert, le transporteur aérien. Alors, les voyagistes et les détaillants qui font partie de l'Association des agents de voyage n'ont pas ces sommes-là. Les sommes sont en possession des fournisseurs qui, eux, de leur côté, offrent des crédits. Alors, on ne peut pas demander à des gens qui n'ont plus les argents des consommateurs de rembourser de l'argent. Alors, ou bien le client devrait accepter un crédit voyage et moi, les échos que j'ai du marché, c'est que 9 clients sur 10 ils sont confortables avec les crédits. Donc, l'association dit ou bien accepter un crédit, ou bien, conformément au texte de règlement qu'on a soumis, le consommateur devrait soumettre une demande de réclamation auprès du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Maître Perrier, justement, faire écho un peu aux commentaires, aux précisions de Maître Gay. Le 25 mars dernier, l'Office des transports du Canada approuvait le principe des bons ou des crédits futurs là, pour les vols futurs à la place des remboursements dans le contexte actuel de pandémie. Est-ce que ça enlève un certain poids à votre démarche ou vous pensez que, nonobstant, il y a lieu quand même de poursuivre et puis que c'est passé? En fait, nous, quand on a pris connaissance de ce qu'a déclaré l'Office des transports du Canada, on a été très déçus. Parce que vous savez, un des mandats de l'Office des transports du Canada, c'est de fournir un régime de protection du consommateur dans le domaine du transport. Et en émettant un commentaire de la sorte, je pense que ce n'est pas à eux autres à donner des commentaires de la sorte. C'est très décevant parce que ça ne remplit pas leur mandat. D'autre part, je tiens à souligner que notre recours n'a pas été pris devant l'Office des transports du Canada, mais devant la Cour supérieure du Québec. Et aussi, pour faire une précision, on ne poursuit pas les agents de voyage. On poursuit présentement les compagnies de transport que sont Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet et leurs pendants voyagistes, c'est-à-dire Voyage Air Canada, Voyage Sunwing, etc. Donc, cette opinion, ça demeure une opinion, mais elle ne lie pas, si vous voulez,
quelconque autorité que ce soit. Merci de la précision. Maître Guy, évidemment, il y a plusieurs questions que je vais passer dans le fil. J'aurai beaucoup de difficultés à toutes les adresser, mais certaines sont reprises dans les questions qu'on avait déjà préparées. Notamment, il y a certaines critiques, donc la question est pour Maître Guy, certaines critiques qui disent que les agents de voyage en faveur des crédits ne défendent pas forcément les intérêts de leurs clients, mais pensent peut-être plus à défendre leur commission. Que répond l'AAVQ à cette objection? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'association n'est pas restée les mains dans les poches et on pense que le crédit est ce qu'il y a de plus avantageux pour le consommateur parce que il demeure en contrôle de ses dates de voyage, de ses destinations. Alors, il y a un crédit qu'il peut utiliser. Ceci étant dit, il est important pour nous, comme j'expliquais tout à l'heure, que le mécanisme des crédits soit essentiellement encadré par la réglementation. Alors, comme je disais, le client, selon le texte qui a été soumis par l'association, le consommateur aurait le choix entre accepter un crédit ou faire une demande d'indemnisation au FICAV. Parce que à ce stade-ci, aujourd'hui, l'agent de voyage n'a plus les fonds. Les fonds ont été transférés aux fournisseurs. Alors, demander à Vacances Air Transat, par exemple, de rembourser des centaines, sinon des milliers de consommateurs, Transat a transféré les fonds, que ce soit pour le transport aérien, que ce soit pour les hôteliers, des excursions, etc. Alors, il faut bien comprendre le système dans lequel évoluent les agents de voyage. Comme je disais tout à l'heure, au-delà de la loi du Code civil, qui est une loi qui s'applique à tous, il y a des lois particulières et un système particulier en ce qui concerne les agents de voyage. Et ce système-là bat, si vous voulez, les principes établis par le Code civil. Moi, c'est ce que nous soutenons. Merci, Maître Guy. Maître Perry, un peu dans la veine de ce que vient d'expliquer Maître Guy, il y a des observateurs qui avancent que le remboursement des consommateurs, si ça mène à cela, ça serait impossible en quelque part, ou alors ça pousserait plusieurs acteurs de l'industrie à la faillite. Est-ce que, justement, vous sensible à cet aspect, au fait que ça pourrait effectivement briser une bonne partie de l'écosystème du voyage? En fait, de façon générale, lorsqu'un client vient nous voir dans toutes sortes de dossiers, c'est un point qu'on regarde, savoir est-ce que si j'ai un jugement avec gain de cause, est-ce que je vais pouvoir exécuter le jugement? C'est-à-dire, est-ce que la partie adverse va me payer ou va faire faillite? Les indices que nous avons présentement, je n'ai pas d'indices qui me laissent croire que les compagnies, telles qu'Air Canada, Air Transat, vont faire faillite. D'autre part, est-ce qu'on est sensible à leur position? Vous savez, le devoir d'un avocat, c'est de représenter les intérêts de son client et peut-être oublier ceux de la partie adverse. C'est la méthode qu'on a choisie ici en Amérique du Nord, d'avoir un débat contradictoire. Donc, nous, on protège les intérêts de nos clients. Et ce que nos clients nous demandent, c'est de faire valoir leurs droits et peut-être de mettre de côté les intérêts, si vous voulez, des transporteurs. D'autre part, vous savez, les transporteurs sont dans la même situation que les clients aussi. Ils ont payé pour un service qu'ils n'ont pas donné, qu'ils n'ont pas encore reçu. Donc, ils ont le même recours que nous, les consommateurs, avons à leur égard. Donc, les transporteurs ou les voyagistes pourraient peut-être demander à leurs fournisseurs de services de rembourser l'argent parce que les gens n'iront pas à l'hôtel durant le mois de mars, mois d'avril. Donc, ça s'offre à eux autres aussi. D'accord. Merci pour la précision. Je sais qu'on ne fait pas un débat, mais je crois que Maître Guy, vous aviez... Oui, oui, je voulais juste ajouter quelque chose, Frédéric. Dans le texte que l'association a fourni à la présidente de l'Office de protection du consommateur pour le porter au conseil exécutif, on mentionne aussi que si le fournisseur n'est pas en mesure d'exécuter l'obligation représentée par le crédit voyage qu'il a émis, s'il fait en fait, s'il y a une défaillance de sa part, le texte que nous avons soumis prévoit que dans un cas comme ça, le consommateur
a un recours au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Alors, on a aussi couvert cet aspect-là et le texte va même plus loin. Il dit que si le consommateur, dans les 24 mois, n'a pas utilisé son crédit, il bénéficie aussi d'un recours auprès du FICAV. Merci pour la précision. Et puis effectivement, regardez, je vois passer beaucoup de commentaires, de questions dans le fil. Je ne crois honnêtement pas que je pourrai accéder à tout. Déjà, on est rendu à plus de 25 minutes. On se donne encore 5 minutes. Je vais aller avec deux autres questions pour Maître Gay et Maître Perrier. Puis peut-être que je vais essayer de voir si je peux en prendre un ou deux, là, si ça peut ajouter au débat. Pas au débat, mais aux présentations qui sont données de part et d'autre. Je vais commencer par vous, Maître Gay, là, parce qu'on avait tout à l'heure Maître Perrier, que je viens d'écouter. Maître Gay, donc, la question des crédits voyage fait débat dans plusieurs juridictions en dehors du Québec. Comment on peut expliquer la grande diversité qui existe entre les réponses que peuvent avoir l'Ontario, les États-Unis, l'Union européenne, l'Italie, la France, la Belgique? Donc, curieux d'avoir un peu votre perspective sur cet aspect-là du débat. Oui, je pense qu'il y a une nécessité et il y a un désir des intervenants d'encadrer les mécanismes du crédit voyage. Si on va sur la page web de TICO, on voit qu'ils ont des conditions, à savoir si le crédit a été émis avant le 30 mars, il va se passer ceci, cela. Si le crédit a été émis après le 30 mars, il va se passer ceci, cela. En France, par exemple, les ordonnances qui visent les crédits, qui sont appelés en France des avoirs, imposent aux consommateurs le crédit dès l'instant où l'agence va avoir annulé ou que le voyage va être annulé par suite de l'impossibilité d'être réalisé. À ce moment-là, l'agence émet un crédit au consommateur qui est obligé de l'accepter. Alors, différentes juridictions tentent de s'adapter à leur propre marché. Ici, l'association voulait prendre en compte les désirs des consommateurs qui, par ailleurs, voulaient se voir rembourser en argent, d'où le fait qu'on donne la possibilité aux consommateurs de refuser le crédit et de s'adresser au FICAV. Il ne peut pas refuser le crédit et s'adresser au voyagiste ou à l'agent de voyage parce que les argents ont été payés pour les services à être rendus par les fournisseurs. Merci pour la précision. Maître Perrier, de votre côté, on sait qu'il y a une autre demande d'action collective qui a été déposée par un autre ou d'autres cabinets d'avocats devant la Cour fédérale. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a deux demandes? Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres encore selon vous? Et puis finalement, est-ce que les clients peuvent et devraient participer à plusieurs demandes, selon vous? Bon, une précision. En fait, un client n'a pas à poser de gestes positifs habituellement pour faire partie d'une action collective. Quand on demande une inscription, ça aide le bureau à faire sa preuve, à voir c'est quoi la tendance du marché, etc. Donc, oui, il y a une autre cour qui a été prise en cour fédérale. Nous, on estime que ça devrait être la cour supérieure de chaque province, le cas échéant, qui a juridiction pour cela. Les cours supérieures ont une compétence résiduaire sur tout ce qui n'est pas prévu pour des cours en particulier. On peut penser à une cour en particulier comme la Régie du logement, d'autres cours comme ça. Donc, il n'y a pas de compétence, selon nous, en termes de consommation qui a été donnée à la Cour fédérale dans ce domaine-là. Et je pense que ça devrait être la Cour supérieure. Merci. Alors écoutez, on approche du 30 minutes déjà. Beaucoup de questions qui ont été évoquées dans le fil. J'en ai vu quelques-unes, mais plusieurs sont en lien à je dirais des débats ou des discussions sur les assurances ou autres. Donc, difficile de vous les relayer. Je crois que je préférais terminer, je dirais, avec peut-être un mot de la fin. D'une part, Maître Gay, Maître Perrier, avant qu'on puisse clore ce Facebook Live. Déjà, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Maître Gay, votre mot de la fin avant que je passe la parole à Maître Perrier. Oui, comme mot de la fin, je peux certainement informer les auditeurs que le texte que l'association a préparé, donc amendant l'article 43 du règlement sur les agents de voyage, a été présenté le 24 mars à la présidente de l'Office de protection du consommateur
Et la semaine dernière, j'ai eu des conversations avec les affaires juridiques et ce qu'on m'informe, c'est que le gouvernement, l'Office, a présenté au gouvernement plusieurs scénarios ainsi que leurs conséquences économiques, les possibilités qui s'ouvraient pour solutionner ce problème. Et semblerait-il que l'affaire est maintenant entre les mains du gouvernement et qu'il est temps que les décideurs décident. Merci, Maître Guy. Maître Perrier? Ouais. Je tiens à rappeler que nous, notre recours collectif, notre action collective, ne vise pas les agents de voyage, mais pour l'instant, ça vise les compagnies aériennes que sont Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet et leurs compagnies de voyagistes. D'autre part, nous, on estime que le fait de faire une réglementation particulière pour le domaine du voyage, on estime que le domaine du voyage n'est pas si différent que des autres entreprises, qu'on peut penser au domaine de la construction, où il pourrait y avoir aussi des cas de force majeure. Et on ne pense pas que le domaine du voyage avec respect n'est pas si spécial qu'il mérite une différence d'application du cas de force majeure. Parce que la définition même du cas de force majeure, c'est justement que c'est spécial, ça n'arrive pas souvent, c'est imprévisible. Donc, c'est pour ça que cette clause-là existe dans le Code civil. Merci, Maître Perrier. Je remercie également tous les commentaires, les gens qui ont participé. J'ai vu qu'il y a des commentaires de consommateurs, la plupart évidemment des agents de voyage, mais je vous remercie pour votre cordialité dans le ton. Merci à Maître Guy et à Maître Perrier également pour leur temps, pour le temps de nous expliquer les choses. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour un prochain, tout le monde en PAX la semaine prochaine, dis-je. Alors, sur ce, merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Merci.